Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 18e sommet de la francophonie a pris fin ce 20 novembre sur l'île tunisienne de Djerba. Un rendez-vous international au cours duquel la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été reconduite sans surprise au poste de secrétaire général de l'OIF pour un mandat de 4 ans. Les électeurs équato-guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche 20 novembre dans le cadre des élections législatives, mais aussi présidentielles, qui a été avancée de 5 mois. Le président Teodoro Obiang Nguema Basogo est candidat à sa propre succession. Et le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football a été donné ce dimanche 20 novembre au Qatar. Sénégal, Maroc, Tunisie, Ghana et Cameroun sont les 5 sélections africaines en lice. Focus sur le groupe A dans lequel évoluera le Sénégal dans cette édition. Mais tout d'abord, la COP27 s'est achevée ce dimanche 20 novembre à Sharm el-Cheikh en Égypte avec 37 heures de retard par rapport à la clôture officielle initialement prévue le 18 novembre et avec un bilan mitigé. Cette conférence mondiale sur le climat a été marquée par une avancée historique. Les 196 pays ont décidé de créer un fonds dédié aux pertes et dommages afin d'aider financièrement les pays les plus vulnérables à faire face aux dégâts causés par le réchauffement climatique. En revanche, les objectifs pour sortir des énergies fossiles afin de limiter la hausse des températures n'ont pas été atteints, ce qui marque un recul dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le 18e sommet de la francophonie s'est clôturé ce dimanche 20 novembre à Djerba en Tunisie. Ce rendez-vous avait pour objectif de poser les jalons de la francophonie, de l'avenir, un avenir qui se construira les 4 prochaines années avec la Rwandaise Louise Mushikiwabo, puisqu'elle a été reconduite sans surprise au poste de secrétaire générale de l'OIF. Elle était la seule prétendante au titre. Elle a présenté ses nouvelles aspirations. Je vous propose de l'écouter. Je prends cette marque de confiance avec beaucoup d'humilité. Le soutien, l'affection, je ne prends jamais ça pour acquis. Elle m'honore et m'engage encore plus. C'est ma promesse à vous qui m'avez renouvelé votre confiance, de faire beaucoup plus. Je continuerai à mettre toute mon expérience et mon énergie au service de notre organisation des populations francophones, surtout puisque nous voulons être beaucoup plus une organisation qui répond, qui est présente auprès de ses citoyens. Je m'attellerai à la mise en œuvre des décisions qui ont été prise à Djerba, signalant la francophonie de l'avenir. Également dans l'actualité, le Niger accueille depuis ce dimanche 20 novembre la semaine pour l'industrialisation de l'Afrique dans sa capitale Niamey. 2 sommets extraordinaires des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'y tiendront jusqu'au 25 novembre. Le premier sera placé sous le thème « Industrialiser l'Afrique », renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. Le second sera axé sur la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en janvier 2021. Plus de 20 dirigeants du continent et près de 2600 participants y sont attendus. Notons que la journée de l'industrialisation de l'Afrique est célébrée chaque 20 novembre depuis 1989. Ce dimanche 20 novembre était un jour d'élection en Guinée équatoriale. Les électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre des scrutins législatifs mais aussi présidentiels. La présidentielle qui a été avancée de 5 mois officiellement pour des raisons économiques. Le président sortant, Teodoro Obiang Nguema Basogo, au pouvoir depuis 43 ans, figure parmi les 3 prétendants à la magistrature suprême. Il brigue un 6e mandat. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo.
Ce dimanche 20 novembre 2022, les citoyens équato-guinéens se sont rendus aux urnes pour l'élection présidentielle, les législatives, les sénatoriales et les municipales. Pour l'élection à la tête de l'État, le président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979 et qui revendique la stabilité actuelle de ce pays d'Afrique centrale, brigue un 6e mandat. Il a pour adversaire Buenaventura Monsou du parti de la coalition social-démocrate et Essono Ondo Andrés, président du parti de l'opposition Convergence pour la démocratie sociale. Le parti au pouvoir se taille la part du lion, le PDGE, qui a un contrôle total sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Ensuite, il est à la tête d'un regroupement de 14 mouvements et détient pratiquement 99 des 100 sièges de l'Assemblée nationale sortante. Donc, dans cette configuration, le président Teodoro Obiang Nguema vient pratiquement comme le potentiel gagnant de cette élection-là. En ce qui concerne les députés et sénateurs, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, parti au pouvoir, exerce un contrôle majoritaire sur l'Assemblée nationale et le Sénat. Il détient 99 des 100 sièges de l'Assemblée nationale sortante ainsi que la totalité du Sénat. Pour ces élections, il est à la tête d'une coalition de 14 mouvements. Aujourd'hui, il est à souhaiter que l'Afrique tout entière en général et la Guinée équatoriale en particulier mettent l'accent sur la démocratie participative. Une démocratie qui promet et qui fait la promotion de la liberté d'expression des partis politiques et de la société civile. Pour les citoyens équato-guinéens, il est question de choisir un président et des représentants capables de maintenir la paix, le développement et la sortie des difficultés économiques liées à la conjoncture internationale. La lutte contre le chômage et l'inflation sont également des défis que devront prendre en charge les nouveaux représentants du peuple. Soulignons que les résultats provisoires de ces élections seront annoncés le vendredi 25 novembre et ensuite validés par la Cour constitutionnelle. Au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates de l'ancien président Thomas Boni Yayi, participera aux prochaines élections législatives de janvier 2023. Il s'agira de leur première participation à des élections sous l'ère du président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016. Recalés par la commission électorale, dans un premier temps, les démocrates sont parvenus à obtenir gain de cause devant la Cour constitutionnelle. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Poids lourd de l'opposition au Bénin, le parti de l'ex-président Boni Yayi, dénommé les démocrates, est en lice aux législatives du 8 janvier 2023. Repêché in extremis suite à un recours déposé à la Cour constitutionnelle, le parti présidé par l'ex-député Éric Moundete a obtenu gain de cause suite au recours formulé contre la Direction générale des impôts pour violation du code électoral et de la Constitution. Pour défaut de 4 quitus fiscaux manquants au dossier du parti Les Démocrates, la Commission électorale nationale autonome Sénat avait, à expiration du délai, déclaré sa liste de candidatures invalide. Au terme de l'audience du jeudi 17 novembre 2022, la haute juridiction a tranché en faveur du parti Les Démocrates. Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. La Cour constitutionnelle a ordonné à la Commission électorale nationale autonome Sénat de prendre en compte la nouvelle liste remembrée du parti Les Démocrates fournie à l'institution le mardi 15 novembre 2022. À travers sa décision, la Cour constitutionnelle a rétabli le principal parti d'opposition dans le processus électoral et porte au nombre de 7 les partis politiques engagés pour le scrutin du 8 janvier 2023. Vendredi 18 novembre 2022, la Sénat a validé la liste de candidatures du parti Les Démocrates après examen de la liste remembrée et les démocrates ont finalement obtenu leur récépissé définitif le samedi 19 novembre 2022. Nous avons fait le chemin que vous connaissez par la grâce de Dieu. Nous avons aujourd'hui reçu notre récépissé. Nous avons été les derniers sur la liste des partis admis à concourir. Nous serons les premiers par la grâce de Dieu et par le travail de nos camarades qui sont sur le terrain. Par la volonté de ce peuple qui veut que plus jamais il n'y ait une assemblée monocolore, qui veut qu'à l'assemblée, les députés soient l'émanation du peuple.
Le repêchage du principal parti d'opposition, les démocrates, a créé une décrispation de la tension montée dans l'opinion ces derniers jours au Bénin. Pour une première depuis avril 2016, l'opposition à Patrice Talon se voit en lice à un scrutin dans le pays. Plus de 6,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes le 8 janvier 2023 et la campagne électorale est prévue du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Le continent africain fait face à un sérieux déficit en financement des infrastructures qui se chiffre à plus de 100 milliards de dollars par an, ce qui explique son retard en la matière. C'est dans ce contexte que la Banque africaine de développement et sa plateforme Africa 50 ont décidé d'accélérer les projets d'infrastructures vertes dans une Afrique rudement affectée par les changements climatiques. Les précisions dans ce sujet de Philomène Tine. La Banque africaine de développement, BAD, et Africa 50 poursuivent leur volonté de créer une alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Ainsi, Africa 50, qui est un fonds d'investissement créé par la banque et dédié aux infrastructures, entend catalyser des projets d'infrastructures bancables et plus écologiques à grande échelle et rapidement en Afrique. La plateforme d'investissement envisage, avec le soutien des partenaires, de mobiliser jusqu'à 10 milliards de dollars de financement pour la réalisation d'infrastructures vertes et durables sur le continent. Nous sommes en train de créer une approche développement élargie qui peut mettre ensemble le secteur privé et le secteur public. Qu'est-ce que nous devons faire et engager les différents pays africains pour développer des infrastructures vertes et pour tous les investissements à un niveau plus grand et élargi. Africa 50 opte pour une approche de développement élargie, intégrant ensemble le secteur privé et le secteur public. Ceci engagera les différents pays africains ainsi que les sociétés d'investissement pour développer une structure verte qui puisse participer à combler le déficit d'infrastructures de l'Afrique. Nous voulons augmenter de 100 millions de dollars pour la préparation des projets. Cela pourra créer un environnement meilleur pour le gouvernement, travailler mieux avec les institutions. 400 millions de dollars pour le développement des projets. Cela pourrait amener des projets à partir de projets vers la mise en œuvre et cela est nécessaire dans notre continent. Et cela est aussi catalysé 10 milliards de dollars à partir du secteur privé. Par ailleurs, l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique, lancée par la BAD et Africa 50 en partenariat avec plusieurs partenaires mondiaux, va permettre de lever des ressources pour des projets d'infrastructures écologiques et durables dans le but de soutenir la transition du continent vers le net zéro carbone. Le coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du monde de football a été donné ce dimanche 20 novembre au Qatar. 5 équipes africaines participent à ce mondial avec dans l'ordre d'entrée en lice le Sénégal ce lundi 21 novembre qui affrontera les Pays-Bas, la Tunisie qui jouera le 22 novembre contre le Danemark, le Maroc jouera contre la Croatie le 23 novembre et enfin le Ghana et le Cameroun affronteront respectivement le Portugal et la Suisse le 24 novembre pour leur premier match. Bonne chance aux 5 sélections africaines. Focus justement sur le groupe A dans lequel le Sénégal évoluera au cours de cette Coupe du monde de football. Les champions d'Afrique ont pour adversaire au premier tour le Qatar, pays hôte, les Pays-Bas et l'Équateur. Les Lions de la Teranga, 18e au classement FIFA, devront montrer tout leur potentiel sans leur attaquant Sadio Mané, forfait pour cause de blessure. Un sujet de Amenedj. Ayant validé son ticket pour la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 qui débute le 20 novembre prochain, le Sénégal figure dans le groupe A en compagnie du pays hôte, de l'Équateur et des Pays-Bas. Éliminé du mondial Russie 2018 comme toutes les équipes africaines, les actuels champions d'Afrique en titre sous la direction d'Aliou Cissé depuis 2015 comptent écrire une nouvelle belle page du football sénégalais. Le Sénégal semblait être bien parti pour cette compétition en tant que champion d'Afrique avec des
des joueurs qui sont quand même titulaires dans leur beaucoup, qui sont titulaires dans leurs clubs respectifs en Europe, ce qui donne à l'équipe donc une certaine dynamique, un certain rythme. Et il manquait maintenant le travail de l'encadrement technique était surtout de donner une belle cohésion et surtout une bonne dynamique donc pour affronter les matchs. Le Sénégal va participer à cette Coupe du Monde sans l'élément phare de son équipe, Sadio Mané. Une sentence tant redoutée par les amoureux du football et confirmée en conférence de presse jeudi 17 novembre par le médecin de la sélection sénégalaise selon des sources locales. Pour rappel, le joueur était sorti sur blessure le 8 novembre 2022 lors d'une victoire 6-1 du Bayern Munich contre le Werder Bremen. Malheureusement, la blessure de Sadio Mané est venue quand même mettre un coup dur, j'allais dire, à cette équipe sénégalaise parce que quoi qu'on dise, Sadio Mané c'est quand même le leader technique, peut-être même moral de cette équipe. Donc il faut faire sans lui. Je crois que c'est pas pour rien. Ils ont tout fait jusqu'à la dernière minute pour l'avoir, même le mettre sur la liste avant de se rendre compte de l'inéluctable. Maintenant, il appartient à l'entraîneur Aliou Cissé de mettre les joueurs devant leurs responsabilités que le Sénégal doit jouer sans Sadio. Au total, 26 joueurs sénégalais sont sélectionnés pour le mondial. Les Lions de la Teranga livreront leur premier match de cette Coupe du Monde Qatar le 21 novembre 2022 face aux Pays-Bas à 17h local au stade Al Toumama. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.